Donc ce soir, nous avons 2 chapitres à étudier. Comme la dernière fois, nous avons appris le chapitre 3 qui parlait du cœur et du corps, la relation qui existe entre le cœur et le corps et la maîtrise du soi donnée par le coordonnateur national du département du Maï. Nous avons pris l'exemple du boiteux et de l'aveugle, dont les deux se sont retrouvés dans la situation. Mais pour que ces 2 personnes réussissent à sortir de la boue, il a fallu qu'ils se mélangent afin de sortir de leur situation. De même dans notre vie aussi, pendant que nous vivons, nous rencontrons beaucoup de situations, beaucoup de problèmes. Et pour que nous réussissons à sortir de la situation dont nous avons rencontré, si nous utilisons seulement notre corps pour sortir de là, alors ça serait beaucoup difficile pour nous. Mais en utilisant ou bien en unissant le corps et le cœur, nous pouvons facilement sortir et sans toutefois souffrir. Donc ce soir, comme je vous ai dit au début, nous avons 2 chapitres à étudier. Comme je vous ai dit au début, pour ces 3 mois de formation, nous allons étudier uniquement l'unité 1, qui a 4 chapitres et 10 leçons. Donc aujourd'hui, nous avons fini avec le premier chapitre. Nous allons continuer avec le 2e chapitre. Et la première leçon nous sera donnée par l'experte Alima Madeleine, qui va nous entretenir sur les pensées semées dans le champ du cœur. Si tout est déjà calé, nous allons recevoir ici, sous vos ovations, l'experte Alima Madeleine. Bonsoir à tous. Je suis très contente de vous voir ce soir. Comment avez-vous passé la journée? Moi de même. Pour dire vrai, dans ma vie, moi, j'avais toujours en idée que moi, je suis venue accompagner les gens ici sur terre. Que moi, je vais passer le temps à applaudir les autres. Mais aujourd'hui, on applaudit aussi pour moi. Sans plus tarder, nous allons voir le chapitre 2, le mécanisme des pensées. Leçon 1, la pensée semée dans le champ du cœur. Comme objectif de cours, premier objectif, nous avons comprendre le processus par lequel les pensées se plantent dans le cœur. Réaliser l'impact d'une idée plantée dans notre cœur sur notre vie. Découvrir comment les pensées qui surgissent dominent le corps physique. Comme contenu, nous avons l'évolution des pensées dans le cœur, les pensées qui se manifestent dans le cœur, pensées qui survivent. Je suis idiote. Ici,
Nous avons le docteur Jordan Pogbet et son étudiante Julie Cheng de l'université de Queen au Canada. En 2020, ils ont fait une étude sur la pensée. Ils ont découvert que il y a plus de 6000 pensées. L'homme a plus de 6000 pensées par jour et 7 pensées par minute. Donc ici, la pensée représente les semences dans les graines. Et nous voyons que 85%, nous avons 85% de pensées négatives et 15% de pensées positives. L'évolution des pensées dans le cœur, forme de la pensée invisible, dont les pensées sont invisibles. Les pensées naissent et meurent. Nous allons regarder la vidéo des tortues de mer. Au coucher du soleil, le changement de température donne le signal de départ. C'est ce qu'attendaient les parents hérons. Chaque couvée d'œufs de tortue a incubé dans le sable pendant 2 mois. Et au moment propice, les bébés émergent tous ensemble. Ils devront atteindre l'eau le plus vite possible. Les bébés tortues sont des mets de choix pour les bébés hérons. Et les parents ont programmé leur naissance pour qu'elle coïncide avec l'éclosion des tortues. Le moindre petit sillon dans le sable freine la course des bébés tortues. Un retard qui peut leur être fatal. Ce héron était sans doute rassasié. Il ne pouvait pas en avaler une de plus. Ce bébé tortue l'a échappé belle. La première vague a essuyé le gros de l'attaque, mais le sacrifice de quelques centaines de tortues assure aux autres une meilleure chance d'atteindre l'eau. Ok, ici on nous montre comment les bébés tortues qui naissent sont mangés par les prédateurs. Donc lorsqu'ils naissent, ils courent pour aller ancrer dans l'océan et c'est pas facile pour eux. Ils sont
mangés par les prédateurs, même arrivés même à l'océan là-bas. Il y a aussi d'autres prédateurs qui les attendent pour leur manger. Donc, sur 100 bébés tortues qui naissent, il peut y avoir peut-être 2 ou une tortue qui arrive à devenir adulte. C'est de la même manière aussi que les pensées, les multiples pensées qui naissent, qui sont semées dans notre cœur, que ce soit les pensées positives ou les pensées négatives, il y a les pensées qui disparaissent sans effort, qui disparaissent par l'oubli. Donc, et ici aussi, nous avons les œufs de tortues de mer. Les œufs là représentent les 6000 pensées qui sont semées dans notre cœur et qui grandissent. Et ensuite, vous voyez, il n'y a que 2 tortues. Donc, ici, ça nous montre que les multiples pensées naissent et tous ne réussissent pas à se développer dans notre cœur. Dans notre cœur. Ici, nous allons voir la vidéo de Andrea Lubis qui a nourri la pensée de se suicider parce que il avait le mal des yeux et il a été diagnostiqué à l'hôpital qu'il avait un problème oculaire et que plus tard il allait devenir aveugle. Lui qui voulait devenir pilote, il n'a pas pu digérer la nouvelle. Enregistrement des sons du cockpit contenu dans cet enregistreur de vol vient de parler et les éléments recueillis sont accablants. Première information, seul le copilote se trouvait dans le cockpit au moment du crash. On entend le commandant de bord demander au copilote de prendre les commandes et on entend à la fois le bruit d'un siège qui recule et le bruit d'une porte qui se ferme. On peut légitimement penser qu'il s'est absenté vraisemblablement pour aller satisfaire un besoin naturel. À ce moment-là, le copilote est donc seul aux commandes. C'est alors qu'il est seul que le copilote manipule les boutons de ce qu'on appelle le Flight Monitoring System pour actionner la descente de l'appareil. L'action sur ce sélectionneur d'altitude ne peut être que volontaire. Quelques instants plus tard, le commandant de bord tente alors de revenir dans le cockpit en frappant à la porte. En vain. On entend plusieurs appels du commandant de bord demandant l'accès à la cabine de pilotage. Et ce, par l'intermédiaire de ce qu'on appelle l'appel cabine. En l'espèce, c'est un interphone avec une visio. Donc on peut dire qu'il s'est montré, il s'est identifié, mais aucune réponse de la part du copilote. Pendant ce temps, l'avion continue de perdre de l'altitude. Le copilote ne répond toujours pas. Il est pourtant bien en vie, selon les enregistrements. On entend, à ce moment-là, un bruit de respiration humaine à l'intérieur de la cabine, et ce bruit de respiration, nous l'entendrons jusqu'à l'impact final. L'interprétation la plus plausible, la plus vraisemblable pour nous, est que le copilote, pour une raison qui aujourd'hui nous ignorons totalement, mais qui peut s'analyser comme une volonté de détruire cet avion. Mais le procureur de préciser que rien ne permet à ce stade de parler d'attentat terroriste de la part du copilote. J'ignore son origine ethnique et je veux dire, il est de nationalité allemande.
Point. Et il n'est pas répertorié comme terroriste, si c'est ça que vous voulez dire. Je répète, à ce stade, au jour d'aujourd'hui, avec l'ensemble des investigations qui sont portées à ma connaissance, rien ne permet de dire qu'il s'agit d'un attentat terroriste. Maintenant, on verra l'environnement de cette personne. Le copilote s'appelait Andreas Lubitz. Il avait 28 ans et comptait 630 heures de vol à son actif. Donc, comme il n'a pas pu digérer la nouvelle et il a semé dans son cœur qu'il va se suicider, et là, il s'est suicidé avec 120 personnes à bord de cet avion, dont il a profité quand le commandant de bord est sorti pour aller aux toilettes. Et il y a eu crash. Ici, nous avons les différents types de pensées. Là, nous avons 6000 pensées. Dans ces 6000 pensées sont reparties telles que vous voyez là. Les pensées qui disparaissent, les pensées qui sont abandonnées, les pensées qui sont sémées et les pensées qui se manifestent. Ici, le nombre de pensées que nous avons chaque jour nous rendrait fous si nous ne les écoutions toutes, si nous les écoutions toutes attentivement. Les pensées, proviennent de la vue, les 6000 pensées proviennent de la vue, de l'écoute, du toucher, l'influence par nos expériences, nos connaissances, nos désirs et notre environnement. Ici, nous avons 96% de soucis inutiles. 40% d'incidents qui n'arriveraient jamais, mais qui nous torturent aussi. 30% d'incidents qui sont passés, 22% d'incidents insignifiants et 4 incidents qu'on ne peut jamais changer. Donc, par exemple, si peut-être dans notre lieu de service, on a une collègue qui nous énerve, mais nous sommes obligés de collaborer. Et ici, on nous montre aussi que les multiples pensées qui sont semées dans notre cœur, le cœur de l'homme, sont penchées beaucoup plus sur la négativité. Il y a aussi des pensées qui surgissent puis disparaissent. Les pensées qui n'ont pas de valeur, qui viennent de toutes parts. Ça vient, ça disparaît. Les pensées qui nous traversent la tête, les pensées qui sont rejetées par l'ordre d'importance. D'autres pensées restent dans notre cœur, les pensées sémées. Ces pensées sémées se développent et portent, se développent et portent des fruits, que ce soit les bonnes pensées ou les mauvaises pensées. Ici, nous avons une Coréenne.
Madame Ventilateur, addict à la chirurgie esthétique. Elle avait semé une pensée dans son cœur qu'elle veut devenir plus belle toute sa vie. Et là, vous voyez comment son visage est déjà affreux. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas aussi réfléchi profondément. Et sa pensée a eu un impact sur son physique. Ici, nous avons l'ordre des chirurgies esthétiques. Ordre des chirurgies esthétiques des femmes. Nous avons 20% de femmes entre 20 et 40 ans qui ont pratiqué une fois la chirurgie. En Corée du Sud, nous avons 2,2%. En Italie, 1,6%. Aux États-Unis, 1,3%. Au Brésil, 1,2%. Au Japon, 0,9%. Nous avons encore une autre dame qui voulait séduire à nouveau son mari. Et son mari était fan des félins, des panthères. Donc, elle a aussi semé une pensée dans son cœur qu'il faut qu'elle ressemble aussi aux panthères. Là, elle a fait plusieurs opérations. Et vous voyez comment elle est devenue affreuse. Plusieurs pensées surgissent en nous, mais il existe aussi des pensées concrètes à celles-là qui cherchent à les supprimer. Les pensées abandonnées, toute pensée semée ne se manifeste pas. Elle se filtre une fois. Elles sont abandonnées par elles-mêmes. Une pensée plus grande que celles qui sont concrètes pousse à abandonner. Une pensée installée grandit et couvre tout le cœur. À fin de compte, elle se manifeste dans la vie. Qui se manifeste dans la vie, sa vie est forte, se réalise si mes capacités le permettent. Si la pensée est plus forte, elle se manifeste malgré l'absence des capacités, ne se manifeste pas forcément comme on le pense. Ici, nous avons l'histoire du PDG EO. Il travaillait dans une compagnie qui avait 550 bus. Et lorsque il est devenu PDG, il a été interviewé par les journalistes et il a répondu que j'étais déjà nommé PDG depuis 20 ans. Donc il avait semé cette pensée dans son cœur que il sera PDG. Et cette pensée a grandi et ça a porté les fruits. Aujourd'hui, il est PDG. Ici, nous avons les dames girafes. Eux aussi, ils ont
semé dans leur cœur, ils ont eu la pensée que elles sont plus belles avec les longs coups. Donc même si l'idée ne paraît pas, même si c'est pas bon aux yeux des gens, mais eux, elles aiment quand elles sont comme ça. Ici, nous avons les plantes. Ces plantes représentent également l'évolution des pensées qui sont semées dans nos cœurs. Que ce soit les bonnes pensées ou les mauvaises. Donc, la pensée semée sans être abandonnée car elle paraît bonne. Elle s'enracine, dépasse les épreuves et grandit. Elle couvre tout mon cœur et se manifeste sous forme d'action. Je suis une idiote, je ne sais rien faire de bon. Mon père avait abandonné ma mère dans son village lorsque j'étais bébé. Et c'est à l'âge de 3 ans qu'il était venu me chercher pour m'amener ici à Yaoundé, vivre avec sa femme. Parce qu'il avait abandonné ma mère pour une autre femme. Et ce n'était vraiment pas facile pour moi. Ça ne donnait pas. Donc, je n'ai pas envie d'entrer dans les détails. J'étais toujours cette petite fille-là qui faisait les tâches difficiles. Cette petite fille-là qu'on traitait toujours d'idiote, qu'elle ne connaît rien, elle ne peut rien faire de sa vie. Et surtout que j'avais fait 4 ans à la CIL, 3 ans au cours élémentaire 1, au cours moyen 1, bon, on m'a aussi poussé comme ça, d'aller au cours moyen 2. Là-bas, je n'avais pas eu mon CEP, on m'a poussé en 6e. Bon, là-bas, en 6e, j'avais réussi pour aller en 5e. Et en 5e, on m'a envoyé au lycée. Parce qu'en 6e, j'étais au collège. Au collège, il y avait un bon suivi et je me sentais en sécurité. Bon, 4e, on m'a poussé. Je suis allée en 3e. En 3e, alors, j'ai encore fait peut-être 4 ans là-bas. Et ensuite, c'est quand je suis allée en mariage que j'avais fait le CEP et j'ai réussi. Et le CAP, j'avais fait le CAP quand j'avais accouché mes 2 enfants. Et durant tout ce parcours, j'avais grandi avec cette semence que je ne suis rien, je ne peux rien faire de ma vie. Donc j'avais nourri ça en moi et tout ce qu'on me faisait aussi, la haine s'est installée, j'avais fermé mon cœur. J'avais l'esprit d'infériorité, l'isolement. Donc même pour prendre la parole devant les gens,
j'avais peur. Même dans mon lieu de service, on me disait toujours que la beauté, c'est dans la tête. La beauté n'est pas physique. Même jusque-là, même, on m'avait aussi dit que je suis la plus laide de mes sœurs et cousines. Donc, du coup, j'étais aussi comme ça, que bon, moi, je suis venue accompagner les gens ici sur terre. Donc, ce n'est que ces pensées qui ont été semées en moi, que j'avais nourries et j'avais grandi avec. Et lorsque je suis venue ici à AYF, c'est le cours de My Education qui m'a encore nourri d'espoir que si je veux, je peux. Et me voici ici devant vous. Ce n'est pas facile, mais donc je vais aller jusqu'au bout pour devenir aussi cette excellence-là, parce qu'il y avait un grand-père qui m'appelait toujours « Excellence, ma fille Solange ». Il m'appelait toujours « Excellence » lorsque j'allais en vacances chez ma maman. Que tu seras une grande dame. Chaque fois, et quand il me disait toujours, je me regardais que moi, grande dame, je n'ai pas fait les grandes études, je vais commencer comment pour porter ce nom-là, excellence. Bon, avec le My Education, j'ai l'espoir que je serai cette excellence-là à l'avenir. Processus où la pensée se manifeste dans la vie. Fondation, s'aimer parce qu'elle paraît bonne. Division cellulaire devient minutieuse et grandit. Au niveau de la fondation, de la fécondation, c'est comme le spermatozoïde, les spermatozoïdes qui sont déposés dans le ventre de la femme. S'il n'y a pas ovulation, il ne peut pas avoir fécondation. Donc, parmi les milliers de spermatozoïdes qui sont déposés dans le ventre de la femme, il n'y a qu'un seul spermatozoïde qui, lorsqu'il y a fusion avec l'ovule, qu'il y a division cellulaire et devient minutieuse et grandit. Risque de fausse couche, pensée concrète. Ventre ballonné, elle couvre tout le cœur. Accouchement, pensée qui se manifeste dans la vie. Processus par lequel la pensée se manifeste dans la vie. Ici, c'est l'exercice que vous allez faire en 5 minutes. Rédigez selon le tableau ci-dessous comment un quelconque résultat important de votre vie a été influencé par une pensée, faculté, travail. Ce sont les exemples. Travail, conjoint, valeur, style, habitude.
Donc, vous avez 5 minutes. La pensée qui a été semée dans votre cœur et ça a grandi et ça a porté les actions. La personne qui a fini peut nous partager son expérience. Qui peut nous partager son expérience? Monsieur.
Ok, merci beaucoup. J'avais cette pensée quand j'agrandissais, quand j'étais 25 ans, 27 ans. J'ai commencé à penser que ça peut être bien pour me marier, pour avoir une femme, pour avoir la famille. C'était une pensée que j'ai eue comme ça. Et cette pensée-là est restée. Et après, ça a commencé à devenir un peu minutieux et ça a commencé à grandir quand j'ai identifié une femme, une belle femme. J'ai dit, cette femme-ci peut être ma femme. Est-ce que c'est possible? J'ai commencé à faire des investigations, j'ai commencé à parler avec elle, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, là où sa croyance, ainsi de suite. Et après, j'ai commencé à présenter ça à mes familles. C'est là où, quand j'ai constaté quand même il y avait certaines difficultés, que j'ai constaté quand c'est la phase de pensée contraire. Quand j'ai rencontré des difficultés et des autres opinions des familles, j'ai commencé à dire, mais est-ce que ces pensées-là étaient même appropriées? Est-ce que même maintenant, avec tous les charges qu'on a essayé de demander là, c'était même une bonne pensée pour me marier à ce moment-ci avec tous les charges et les responsabilités? Mais à ce moment-là, cette pensée n'est pas tombée. Je continue à voir comment je pouvais dépasser ces difficultés. Je pense que ça, c'est le moment où cette pensée est arrivée au niveau de le cours, tout le cœur là. C'est là où j'ai essayé de réfléchir en profondeur. J'ai rencontré les membres de famille, j'ai commencé à payer les dots et avoir l'approbation des membres de mes familles et les membres de sa famille aussi. Et je pense qu'après cette pensée qui avait commencé si petit est arrivé le jour de mariage, qu'on s'est marié et on est devenu homme-femme et on est béni avec des enfants. Ça c'est mon expérience, ça c'est le processus de penser, une pensée qui a commencé si petit, mais ça a arrivé jusqu'au bout. Merci. Applaudissez. Quelqu'un d'autre? Bonsoir à tous. Je suis née dans une famille polygame. Ce qui fait que, après que ma mère ait fait 7 garçons, elle a fait une fille qui était moi. Et la deuxième femme avec tendance à faire le maraboutage, ce qui fait que j'ai fait 5 ans à la maison sans fréquenter. Et pendant les 5 ans, j'étais considérablement malade. J'avais ce qu'on appelle le Kamnogo. Et quand j'ai fini les 5 années de maladie, je suis ressortie de là avec beaucoup de cicatrices. J'avais du mal à mettre ma robe du lycée ou bien, bref, du primaire, parce qu'on se moquait et tout. Et aussi, j'étais la plus grande. Ce qui fait que j'avais trop le regard sur moi. À chaque fois que j'allais à l'école, soit ma mère me mettait les capuches avec les collants pour que je ne sois pas trop frustrée. Alors, quand j'ai grandi, j'ai gardé cette pensée-là en moi que je dois cacher mon corps parce que je n'ai pas une belle peau. C'est comme ça, puis j'ai grandi, la pensée contraire est venue. Ce qui fait que j'ai commencé à me dire, hey, comme je n'ai pas une belle peau et que je suis obligée de la cacher, c'est jusqu'à la fin de ma vie. Et ça veut peut-être dire que je dois épouser un musulman parce que eux, chez eux, ils mettent
les voiles et tout, je ne devrais pas avoir de complexe. C'est comme ça que je me suis adaptée. Mais peu de temps après, mon cœur s'est ouvert à une collègue récemment. Elle m'a dit, Michel, pourquoi chaque fois que tu arrives au travail, tu as toujours soit le pantalon, soit une longue robe, bref, ton corps est toujours couvert comme si tu étais une nonne. Elle dit, ah, ma mère m'a habituée comme ça. Elle me dit, non, Michel, il faut m'expliquer, il faut me dire. Alors, comme elle est avec le complexe de beaucoup, bref, elle était grasse, ce qui fait que elle aussi, elle mettait une grande robe pour à chaque fois cacher ses défauts corporels qui étaient la chair, ce qui fait que on s'est beaucoup compris. On a dit, ok, d'accord. Comme toi, tu portes trop les vêtements longs, et moi, je porte trop les vêtements gros, parce qu'on veut cacher notre corps. À partir de maintenant, on va s'habiller autrement. Le lendemain, quand j'ai vu la jupe qu'elle m'a demandé de porter avec le t-shirt, j'ai eu vraiment du mal. Parce que à chaque fois même que ma voisine disait, hey, Michel, viens te faire le Congo ça. Jette un regard sur le mur, quel cabas il va mettre sur moi. Et tout. Ce qui fait que, à chaque fois quand je séchais mes amis, j'ai dit, vous êtes sûr que moi j'ai 20 ans ou 21 ans? C'est quoi le projet? Et puis, j'ai mis la jupe. De la maison jusqu'à l'arrêt taxi, j'avais tellement honte, il y avait trop les regards versés sur moi et tout. Mais ma voisine me dit que Michel, pourquoi tu es bizarre comme ça? Je ne savais pas que tu avais des trucs sur toi comme ça. Mais c'est comme si mon cœur s'est d'abord un peu émietté. J'ai continué à marcher, serrer le cœur, mais les voisins me regardaient bizarre. Bref, pour voir que je suis différente, bref, parce que je me suis un peu montrée, quoi. Ce qui fait que j'ai grandi, je suis arrivée au travail. Quand j'arrive au travail, je reste seulement derrière la caisse parce que je ne veux même pas sortir, nos collègues ne doivent pas nous voir. Mais elle n'a pas respecté le contrat qu'on a passé, ce qui fait que c'est moi seule. Elle a dit, Michel, il faut venir. Je viens, elle me regarde, me dit, Michel, c'est-à-dire que si j'avais ton corps, non, je ne vais jamais faire ce que tu fais sur toi là. Je dis, ok, d'accord, regarde ton corps. Finalement, tu as toujours mis tes cabas avec tes longues manches et tout. Finalement, tu n'as pas respecté notre contrat verbal. Elle me dit, non, Michel, c'est juste que moi, je n'avais pas. C'était un prétexte qu'elle m'a dit après. Le jour suivant, elle est venue avec un habit vraiment serré, bref, pour montrer comment est-ce que sa silhouette est. Et c'était bizarre, mais c'était son corps. Et elle s'est mise à faire des TikTok. Et à chaque fois qu'elle faisait des TikTok, elle avait tellement de commentaires. Oh, ton corps est moche. Oh, ton corps est comme ci. Oh, ton corps est comme ça. Aujourd'hui, là, je ne sais pas si ça veut dire peut-être 3000 et plus de followers parce que à chaque fois, elle montre ses défauts. Et comme à chaque fois qu'elle montre ses défauts, il y a les je vais dire quoi, les préjugés et tout. Ça attire le plus grand nombre. Et qui se manifeste dans la vie, je me suis rendu compte que dans ma vie, ça s'est manifesté de façon négative et positive aussi. J'ai vu à quel point je me diminuais, j'ai vu à quel point je me méprisais moi-même et je me suis rendu compte que je cachais la vraie moi. J'ai dit à ma voisine, un jour, je suis sortie en cycle, j'ai dit, c'est moi, Michel. À chaque fois qu'on cause, on parle des choses inutiles. Regarde-moi et tu me dis réellement ce qu'il y a sur moi. Elle me dit, Michel, tu es parfaite. Vraiment, cette parole m'a touchée. Une fille qui, quand j'ai commencé à parler, elle m'a dit, Michel, tu es bizarre. Elle m'a dit, Michel, tu es parfaite. Je lui dis pourquoi, elle me dit, parce que je savais que tu avais tout ça sur toi. Mais je voulais que toi-même, tu te rapproches de moi. Donc, c'est un peu le cœur là que je voulais vous partager aujourd'hui. Merci. Ok, merci. Nous pouvons donc constater que les pensées qui sont sémées dans notre cœur, que ce soit les pensées positives ou négatives, qui grandissent en nous, peuvent être destructrices et peuvent influencer notre avenir et notre destin. Donc, l'homme doit avoir la capacité de gérer ses pensées par jour.
Merci. Merci à l'experte Alima Madeleine pour sa belle présentation. En écoutant le cours sur les pensées semées dans le champ du cœur, donc là, ce que je peux retenir, c'est que parmi toutes les pensées qui sont semées dans le champ de notre cœur, nous avons 85% des pensées négatives et 15% des pensées positives. Dans notre cœur, toutes ces pensées qui sont semées dans le champ de notre cœur, il est important pour nous de discerner ou bien de connaître quel type de pensée est semé dans mon cœur. Car le cœur est à la fois l'endroit où le bonheur prend racine, où le désespoir s'installe. Donc, en écoutant aussi le cours de My Education, en écoutant le témoignage de l'experte Alima Madeleine, elle pouvait nous présenter son propre cœur. Pendant qu'elle était jeune, elle était traitée, elle était considérée comme celle qui était idiote, qui ne connaissait rien du tout. Mais quelle est la pensée qu'elle a reçue dans son cœur qui pouvait la surmonter ou bien qui pouvait la franchir de cette construction qu'elle avait déjà élevée dans son cœur. Donc, grâce au cours de My Education, elle a pu rencontrer exactement la solution à son problème. Depuis que vous êtes venus ici, il y a d'autres qui sont sortis fraîchement du travail. Vous êtes un peu fatigués. Donc, pour ça, nous allons prendre un tout petit temps pour chasser la fatigue avant de continuer avec la deuxième leçon. Donc, je vous prie de rester assis, s'il vous plaît, et suivons la vidéo. Merci beaucoup. D'accord, sans transition, nous allons continuer avec notre deuxième leçon du chapitre 2. Nous allons recevoir sous vos ovations l'expert Simon Tamko. Bonsoir une fois de plus à tout le monde. Merci d'être là encore ce soir. Nous allons continuer la formation de ce soir par la leçon 2 du même chapitre, le mécanisme des pensées. Alors, nous allons essayer de couvrir ces 3 objectifs, à savoir comprendre les raisons pour lesquelles les gens entrent en conflit les uns avec les autres, expliquer pourquoi la confiance en soi se forme et le processus par lequel coule le cœur. Ensuite, chacun de nous va découvrir à quel niveau de ce processus se trouve son cœur. Alors, voici le contenu, sera réparti en 4 points. Donc, les causes des conflits et problèmes, la formation de la confiance en soi, les 6 étapes du chemin du cœur, et finalement, la vie de Julio, c'est un exemple que nous avons pris. Ici, le temps nous le permet. Je vais peut-être faire une petite application sur ma propre vie. Si on vous posait la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a tant de conflits, l'exemple de la vie conjugale nous montre qu'on vit tous les jours avec des conflits. À votre avis, si on posait cette question, quelle est la cause des conflits? Je pense que si c'est un devoir de dissertation, beaucoup vont écrire peut-être 5 pages, 6 pages, 10 pages. Et certains, je pense que vont même dédier toute une vie à écrire un livre sur la source des conflits, sur la source des conflits conjugaux. Mais ce soir, franchement, pour nous, c'est simple. C'est très simple. La source des conflits dans les familles, dans les sociétés, partout,
ce n'est rien d'autre que la confiance en soi. J'espère que quand on va dérouler, chacun de nous va exactement comprendre ce dont nous voulons parler ce soir. Alors, quand il y a la pluie, les gouttes d'eau tombent au sol, se réunissent, forment des ruisseaux, et les ruisseaux se réunissent pour former la rivière, et finalement les rivières se versent pour former quoi? L'océan. Donc l'eau aussi a un chemin. L'eau, si vous regardez bien, l'eau suit un chemin très clair. C'est ainsi que le cœur aussi a un chemin clair. Et notre objectif, c'est vraiment que chaque être humain puisse connaître exactement ce chemin afin de savoir comment rendre sa vie plus rayonnante. Alors, le premier point, tous les problèmes commencent ici. C'est le premier point et c'est le plus important pour moi. La confiance en soi. L'image que nous avons trouvée là pour nous illustre un peu, en fait, du moins parfaitement, ce que c'est que la confiance en soi. Donc, on voit là un chien qui essaye d'attraper un oiseau et tellement confiant, dans son cœur, il croit être fort, n'est-ce pas? Il croit être fort, l'oiseau est petit à ses yeux et il pense qu'il suffit d'un grand bond, il va pouvoir attraper l'oiseau. Mais lorsqu'il a cette confiance pleine dans son cœur, tous les autres paramètres sont ignorés. Et c'est comme ça que notre vie aussi, ça fonctionne. Donc lorsque vous avez confiance en vous-même extrêmement, vous finissez par devenir comment? Négligent et arrogant. Donc, comme je le disais tantôt, lorsque quelqu'un a confiance en lui-même, c'est-à-dire vous avez des pensées, vous vous dites que j'ai raison à 100%. Je pense que c'est ce que j'imagine qui est vrai, c'est ce que j'imagine qui est bon. À ce moment, autour de vous, il y a d'autres paramètres pour lesquels vous aurez pu être vigilant. Mais cette confiance en vous-même vous fait perdre complètement le nord et tout ce qui gravite autour de vous, vous ne pouvez plus voir. Et vous devenez donc négligent et arrogant. Après la négligence et l'arrogance, inévitablement, ce qui vous attend, c'est l'échec. Donc, c'est un circuit qui est clair et qui est normal. Donc, si vous êtes arrogant, que vous soyez conscient ou pas, la prochaine étape, c'est quoi? C'est l'échec. Et après l'échec, il y a la souffrance et la misère. Naturellement, personne n'aime échouer, n'est-ce pas? Personne n'aime échouer. Tout le monde, quand on fait les plans de la vie, il n'y a personne qui prévoit d'échouer. Donc, quand il y a l'échec, on souffre énormément. Et cette quatrième étape est cruciale. Sauf que notre étude montre que la plupart du temps, tout le monde s'arrête ici. On souffre, mais à la cinquième étape, beaucoup de gens n'atteignent pas la cinquième étape. Tout à l'heure, avec les exemples que nous allons présenter, vous allez voir. Ici, donc, il y a l'étape des remords. Donc, la souffrance, c'est une étape du chemin du cœur. C'est bien de souffrir parce qu'on a échoué. Mais à un moment donné, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui a été la source de cet échec. N'est-ce pas? Il faut savoir reconnaître ses fautes. Il faut savoir accepter que j'ai eu tort. Mais beaucoup de personnes n'arrivent pas à ce niveau. Et finalement, si vous réussissez à traverser l'étape 4 et que vous atteignez l'étape 5, l'étape des remords, il est fort probable que vous rencontrez le bonheur. En réalité, beaucoup de gens n'aiment pas parler de leurs échecs ou bien parler de leurs fautes, n'est-ce pas? Comment ils ont échoué ou bien... Beaucoup de gens aiment montrer que j'ai eu raison à tel endroit. Voilà tel projet que j'avais eu. J'avais dit ceci et ça a marché. Voilà. C'est ce genre de choses qu'on aime montrer. Personne n'aime reconnaître ses erreurs. Mais le véritable bonheur se cache derrière quoi? La reconnaissance de ses propres erreurs. Maintenant, entrons en détail. Comment est-ce que la confiance en soi se forme à nous? Donc, pour nous, la confiance en soi, c'est un peu comme une toute puissance, en fait, une croyance extrême, n'est-ce pas, en ses propres convictions. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. Ferdinand de Lesseps. Vous avez déjà entendu parler de Ferdinand de Lesseps, n'est-ce pas? En tout cas, Ferdinand de Lesseps, c'est quelqu'un qui a marqué le monde. Il a marqué le monde
à travers la construction du canal de Suez. Donc, avant, pour aller de l'Asie, de l'Europe à l'Asie, il fallait contourner toute l'Afrique. Mais si vous connaissez bien la carte du monde, vers l'Égypte là-bas, n'est-ce pas? C'est vrai, il y a la mer, mais il y a un bloc de terre qui relie, n'est-ce pas? Il y a un bloc de terre à ce niveau-là. En fait, jadis, ça existait. Et le canal de Suez a consisté à casser ce bloc de terre pour réunir la mer et pour faire passer les navires. Et c'est Ferdinand de Lesseps qui a réussi avec ses équipes à construire ce canal. Je veux qu'on regarde ici. Avant le canal de Suez, il fallait parcourir environ 19 à 20 000 km pour aller de l'Europe à l'Asie. Donc par exemple, pour aller de Londres, qui se trouve en Angleterre, à Bombay, qui se trouve en Inde, il fallait parcourir combien? 19 800 km. Et cela pouvait prendre 3 à 4 mois avec les voiliers, les grands bateaux à l'époque avec les voiles, n'est-ce pas? Et entre 40 et 50 jours avec les navires à vapeur. Lorsque la technologie a avancé, on a créé les navires à vapeur. Et le voyage qui faisait 3 à 4 mois pouvait prendre 40 à 50 jours avant le passage du canal de Suez. Donc, on peut voir que c'était extrêmement long, dangereux et très coûteux aussi. Mais, après le canal de Suez, après la construction du canal de Suez, on peut voir que la distance entre Londres et Bombay est passée à 11 600 km. Et ça fait un gain de combien? 8 200 km. Et le même voyage qui faisait 3 à 4 mois, on pouvait faire ce voyage entre 14 et 21 jours. C'est bon ou ce n'est pas bon? C'est très bon. Donc, pour ceux qui ont goûté le voyage avant le canal de Suez et après, ils peuvent mieux comprendre, n'est-ce pas? Ceux qui n'ont jamais voyagé par bateau, ils ne peuvent pas comprendre ce que ça veut dire. Donc, et ça a généré plus de 100 000 emplois. Imaginez-vous un homme qui réussit un tel projet. Donc son projet n'est pas local, ce n'est pas un petit projet de village. C'est un projet qui impacte tout le monde entier. Imaginez-vous son cœur. Je ne sais pas pour vous, mais dans nos petites familles, lorsqu'on a la chance de réaliser un petit exploit et qu'on nous exalte un peu, comment est-ce qu'on se sent? Donc imaginez que vous avez un projet qui impacte le monde entier. Donc à cette époque, Ferdinand de Lesseps était célébré dans toute l'Europe. Évidemment pas en Afrique parce qu'on ne connaissait pas, n'est-ce pas? Oui. Donc, il est reçu partout, en grande pompe, comme un héros. C'est normal ou c'est pas normal? Et il est comparé aux grands bâtisseurs de l'Antiquité. Donc, il a atteint le cercle très fermé, n'est-ce pas, des grands bâtisseurs du monde entier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que j'ai mis ces écritures en rouge? C'est parce que c'est très très dangereux. C'est ici que tous les problèmes commencent. D'accord? Alors dans son cœur, qu'est-ce qui s'est gravé dans son cœur? Je suis un génie. C'est vrai ou c'est faux? Je suis tenace, je n'abandonne jamais, je suis mon tout. En lisant les écrits de Ferdinand de Lesseps, vous allez voir, vous allez pouvoir ressortir tous ces éléments. Donc il s'est auto-surnommé quoi? Le grand français. Quand il passait partout, on disait le grand français. Donc une confiance absolue en lui-même. Une conviction qu'il pouvait vaincre n'importe quelle difficulté. Un précis don public qui a donc renforcé cet état d'esprit. Donc, il a eu ses pensées, mais le public aussi, autour de lui, il y a les gens qui l'exaltent parce qu'il a fait quelque chose de vraiment extraordinaire. Et c'est comme ça que ce cœur-là s'est formé en lui. Et plus tard, donc, il fallait construire le canal de Panama. Vous avez entendu parler du canal de Panama? Voilà. Qui était bon en ce moment? Quand on a pensé au projet du canal de Panama, dans tous les ingénieurs du monde entier, qui est bon pour construire? C'est Ferdinand de Lesseps. Et comme vous vous en doutez, c'est Ferdinand de Lesseps qu'on a, n'est-ce pas, à qui on a confié le projet. Cette fois-là, ça a bien marché. Ça a très bien marché, n'est-ce pas? Oui. En tout cas, lorsque j'ai lu un peu les écrits sur Ferdinand de Lesseps, j'ai vu que les 3 raisons qui ont permis la réussite du canal de Suez, il y avait 3 choses.
il y avait un plan clair, c'est-à-dire un objectif clair. Il y avait la clémence de la géographie. C'est-à-dire que la géographie a été comment? Favorable. N'est-ce pas? Et maintenant, une bonne... la troisième, c'était quoi? Un bon management de son équipe. Parmi les trois raisons de la réussite du canal de Suez, à votre avis, laquelle enlève à Ferdinand de Lesseps sa force? Laquelle des trois? N'est-ce pas? Parce que la géographie qui est favorable, ça ne dépend pas de qui? Nous, est-ce qu'on aime ce genre de raisons? À votre avis, lorsqu'il faisait les fêtes et qu'on l'exaltait, quelles raisons il présentait? J'ai eu un plan clair, j'ai bien managé mes équipes. C'est ce genre de... N'est-ce pas? C'est ce genre qu'on aime. Mais s'il avait pensé, si le fait que la géographie était favorable, était plus grand dans son cœur, ça aurait créé en lui quoi? Ce qu'on appelle l'humilité. Plus tard, quand on l'a confié le projet de la construction du canal de Panama, il a insisté avec les mêmes méthodes. Donc, le canal de Suez, il fallait creuser à 15 mètres sur une distance de 160 km. Au canal de Panama, la profondeur était 10 fois plus. Il fallait creuser 150 mètres au fond. À votre avis, c'est la même chose? Ce n'est pas la même chose. Et lorsque j'ai continué à lire, je vois que plus tard, vous allez voir que plus tard, ce sont les Américains qui ont repris le projet et ont construit le canal de Panama tel que c'est maintenant. Mais quand je lisais les Écritures, j'ai vu qu'il y avait des ingénieurs à cette époque qui lui avaient proposé cette méthode. Mais à votre avis, pourquoi est-ce qu'il était devenu sourd? Pourquoi? C'est moi qui est l'ingénieur capable, c'est moi qui connais. Hein? Qu'est-ce que vous connaissez? Vous devez écouter qui? Vous devez me suivre. Et voilà comment le canal de Panama a été un échec. Donc je vous invite, il y a tellement de documentaires là-dessus, pour connaître en détail, voir combien d'hommes on a perdu, voir combien en argent, on a même nommé ça le scandale financier du siècle. Hein? Beaucoup d'argent, la corruption est entrée, beaucoup de personnes sont mortes, ainsi de suite. Donc ça a causé, juste pourquoi? La confiance en soi. Alors, la deuxième étape donc tout à l'heure, on montrait ainsi comment la confiance en soi se forme. J'espère qu'avec l'exemple de Ferdinand de Lesseps, on pouvait voir un peu. Ici maintenant, la deuxième étape, c'est la négligence due à l'arrogance. Quand vous devenez arrogant, naturellement, vous devenez comment? Négligent. Oui, c'est pour ça que vous ne pouvez plus écouter un son différent, un son qui est autour de vous. Parce qu'en général, les accidents qui nous arrivent, ce n'est pas faute de prévision, ce n'est pas faute de signaux. C'est un peu comme la santé. Quand vous voyez quelqu'un en phase terminale, ce n'est pas quand la maladie vient, ça ne vient pas directement avec la phase terminale, n'est-ce pas? Il y a des signaux qu'on ignore. N'est-ce pas? Il y a des signaux qu'on ignore. Et directement, quand vous avez la confiance en vous-même, vous devenez négligent et arrogant. Regarde là. Il est roi, mais il ne sait pas que c'est à cause de la souffrance des autres qu'il est roi. Il ne sait pas. Mais quelque temps après, la force de ceux qui sont en bas, là, ça va finir. Lui aussi, il va périr. C'est ça la négligence. Le grand Napoléon de Bonaparte. Vous avez déjà entendu parler de lui, n'est-ce pas? Hein? En fait, ce sont des figures qui ont marqué le monde. À l'âge de 19 ans, il était déjà un jeune officier français. À l'époque de la Révolution française. Il a été général à 24 ans. À 24 ans, il était déjà général. Imaginez, 24 ans, vous êtes général. N'est-ce pas? Et avant d'être général, il avait, pour les révolutionnaires, gagné plusieurs batailles contre les royalistes au moment de la Révolution. Donc, il s'est très vite fait remarquer et c'est comme ça qu'il a grandi. Et il est devenu un espoir pour la France. C'est comme ça que plus tard, il devient général et il commence à conquérir tous les territoires de l'Europe. Et son ambition ne faisait que grandir. Il était fort, il voulait conquérir tout le monde. Il voulait gagner toute l'Europe. Hein? Même parfois, malgré les sons différents qui venaient autour de lui. Mais pourquoi? Parce qu'il se croyait comment? Fort, tout puissant,
l'empereur, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et plus tard, dans son zèle, il s'est apporté beaucoup de réformes dans la gestion de la cité en France. Et aujourd'hui, si vous voyez, aujourd'hui même, il y a encore les séquelles de ça. Si vous voyez, notre société est hiérarchisée. Il y a les gouverneurs, après les gouverneurs, les préfets, n'est-ce pas? Les sous-préfets, tout ça. C'est de lui que cette hiérarchisation vient. Ça fait partie des réformes qu'il a instituées à cette époque. Et il s'est cru tellement puissant que, à cause de l'Angleterre, qui le tenait toujours tête, vous savez, quand vous avez des ennemis, mais il y a le genre d'ennemi qui est ennemi vrai. Donc l'Angleterre le tenait toujours tête, et finalement, il a décidé que plus personne, aucun pays ne va plus faire des échanges commerciaux avec eux, avec l'Angleterre. Il a imposé ça. Jusqu'en Russie, il a imposé cela. Et ça a marché. Les gens sont restés un moment sans plus faire des échanges commerciaux avec eux, avec l'Angleterre. Sauf que quelques temps plus tard, avec la pression interne de la Russie ne pouvait plus compter. Parce que, vous savez, les échanges commerciaux, quand on coupe, ce n'est pas une seule personne qui souffre. Hein. Tout le monde souffre, n'est-ce pas? L'exemple plus récent, c'est l'exemple de l'Ukraine. Lorsqu'on a coupé les échanges, on a ressenti ça jusqu'ici. Donc il y a beaucoup de ménages ici qui ont seulement dit que le Cameroun, la vie est devenue chère, la vie est devenue... Ils ne comprennent pas. C'était lié à quoi? À ces choses. Donc finalement, la Russie a décidé de sortir de cette interdiction et a recommencé les échanges avec l'Angleterre. Et comme il se croyait tout puissant, fort, il a donc décidé de faire quoi? À votre avis? Il a attaqué la Russie. Cette fois-ci, il a pris 600 000 soldats pour entrer en Russie. Avec toute la confiance, étant sûr que, comme d'habitude, il va faire comment? Il va vaincre. Mais cette fois-là, c'était le tour, comment on dit que c'était le vrai tour, n'est-ce pas? Au Cameroun, on dit que c'était le vrai tour. Donc, il n'a pas tenu compte de la météo, l'espace glacial et tout ça. Et puis encore, les Russes ont battu en retraite, mais ont brûlé parfois des villes entières pour ne pas laisser de vivre. Je ne sais pas si il y a eu une telle approche en Afrique. Je ne sais pas si les Russes avaient triché chez nous ici, n'est-ce pas? Ou bien c'était après. Donc, et c'est comme ça que les Russes ont fait, et finalement, il a perdu 400 000 de ses 600 000 soldats. Finalement, il a battu en retraite et il a été exilé. Il a été exilé. Même quand il a été exilé, au lieu de rester tranquillement dans l'île là où on l'avait mis et jouir de sa petite famille, non, quelques temps après, il a encore fui, il est venu en France et il a encore mobilisé des troupes pour aller encore conquérir l'Europe. Ça encore, ça n'a pas marché et finalement, il a encore été exilé une deuxième fois et finalement, c'est comme ça qu'il est mort très misérablement. Donc, il n'a jamais atteint la 5e étape, n'est-ce pas? Le remords. Donc, même s'il a atteint l'échec, même s'il a rencontré l'échec plusieurs fois, son cœur n'est jamais descendu au niveau des remords. Et ce n'est pas parce qu'il est mort à cette étape-là que son histoire ne va pas nous inspirer. Je sais, on est ici, tous ici assis, on suit le coup de maille, mais demain, il y a beaucoup de gens qui vont faire comment? Insister aussi sur leurs pensées jusqu'à recevoir autant de dommages. En tout cas, je ne le souhaite à personne. Donc, une fois qu'on est négligent et arrogant, ce qui nous attend, c'est l'échec, nous en avons parlé. On va regarder cette petite vidéo qui illustre un peu la confiance en soi. Donc, pour elle, plus rien ne compte, n'est-ce pas? Elle s'est tricotée. Tout
tout c'est quoi? Tout ce qui compte c'est quoi? Il faut côté. Donc il y a plein de signaux. Il y a plein de signaux à côté de nous, mais on ne sent pas. On ne sent pas. On fonce seulement droit au but. Mais c'est qu'on connaît. Voilà. Ça c'est un signal, mais non, je maîtrise. Hein? Je maîtrise. Ok, bien. Et plus le temps passe, les signaux deviennent de plus en plus élevés les uns après les autres. Donc, qui doit comprendre? Je ne sais pas. Voilà. Ici, les signaux sont déjà élevés, n'est-ce pas? Elle doit déjà comprendre et abandonner la pensée, mais la pensée est très forte. Voilà. Elle est forte ou n'est pas forte? Elle est forte. Il est trop tard. Hein? Il est trop tard. Ok, fin de parcours. Donc, il y a un moment où la vie ne peut plus vous aider. Franchement, j'ai un mentor qui me disait qu'avant le grand accident, il y a 300 petits accidents pour t'avertir. Je pensais qu'il s'amusait. Mais c'est vrai. Avant le grand accident dans la vie, il y a toujours des signaux. Donc ici, il y a trop tard. Elle voulait prendre les ciseaux, n'est-ce pas, pour tailler, mais c'était trop tard. Il fallait abandonner avant. Donc, finalement, on va souffrir et ce sera vraiment misérable. Comme je vous ai dit, ça c'est une étape cruciale. Ceux qui demeurent seulement dans la souffrance, soit ils deviennent radicaux, n'est-ce pas, et recommencent encore rentrent encore au premier niveau, confiance en soi, et recommencent les mêmes actions qui vont encore pourrir leur vie, soit ils vont se rendre compte que il faut quand même se dire que j'ai eu tort. Il faut quand même se dire que, n'est-ce pas, trouver là où j'ai eu tort. À quel moment est-ce que je me suis trompé? Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du fils prodigue dans la Bible. Donc je vais juste prendre une petite partie. Au moment où il a quitté le père et qu'il a vécu dans la débauche, à un moment donné, l'histoire dit qu'il travaillait, n'est-ce pas, dans la porcherie, c'est ça. Et il aurait voulu même consommer la nourriture des pauvres, mais personne ne lui en donnait. Ça, c'est l'étape de la souffrance. C'est à ce moment-là qu'il s'est dit, une pensée montant, lui s'est dit, mais chez mon père, il y a plusieurs mercenaires qui sont bien traités. Pourquoi je dois souffrir ici comme ça? N'est-ce pas?
Et c'est cette pensée qui l'a mené à faire comment? À retourner. Et ce qui est encore plus, ce qui peut permettre de voir exactement son cœur, c'est lorsqu'il a rencontré son père, qu'est-ce qu'il a dit? Si vous connaissez l'histoire, il a dit à son père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes mercenaires. Alors ça, c'est le cœur de quelqu'un qui est devenu humble ou bien arrogant. Humble, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'il a reconnu quoi? Il a eu tort. C'est ça, n'est-ce pas? Au point de demander à son père de le traiter comme un mercenaire et non plus comme son fils. Ça, c'est l'étape des remords. Et finalement, l'étape des remords, c'est très important parce que c'est cette étape-là qui vous redonne quoi? L'espoir et le bonheur. Oui. Reconnaître ses fautes, ça veut dire que c'est un moteur inépuisable de, comment on veut dire, de force. Mais beaucoup de gens fuient cette étape. Beaucoup de gens n'aiment pas reconnaître leurs erreurs. N'aiment pas dire que j'ai eu tort. N'aiment pas dire désolé, pardonne-moi. Hein? Beaucoup de personnes vont jusqu'à au meurtre. Pourquoi? Parce que quelqu'un n'a pas eu l'amabilité de dire seulement excuse-moi pour arrêter le problème. Donc voilà donc les 6 étapes du cœur présentées. Ici c'est Julio. Donc c'était un exemple vivant que nous avons quand nous présentons les cours de Maï. Lui aussi c'est quelqu'un qui a eu la chance de rencontrer la 5e étape et à partir de ce moment d'être plus attentif aux instructeurs. C'était un toxicomane. Donc il a vécu dans la poubelle, je veux dire dans la rue, pendant longtemps, en mangeant dans la poubelle. Et un jour, sous l'emprise de la drogue, avec la famine, il allait à la poubelle comme d'habitude. Il a pris du pain qu'il s'est mis à manger. Et quand il a assouvi sa faim, ses yeux sont ouverts. En fait, sa conscience est un peu revenue. Et il a senti un goût bizarre dans sa bouche. Et c'est en ce moment qu'il s'est rendu compte qu'il était en train de manger les morceaux de pain avariés qu'il avait pris dans la poubelle. Et en ce moment, quand il lève les yeux, il voit comment les gens sont en train de passer. Quelqu'un est en train de passer avec sa femme à main, avec ses enfants. D'autres sont en train de jouer dans le parc, et ainsi de suite. Et c'est en ce moment que l'idée dans son cœur est venue. Jusqu'à quand je vais vivre comme ça? Jusqu'à quand je vais vivre dans la poubelle? Moi aussi, est-ce que c'est possible qu'un jour, je puisse aussi avoir une famille, des enfants, aller aussi au parc avec mes enfants? Pour la première fois, cette idée est montée dans son cœur. Et c'est comme ça que, plus tard, il est rentré dans le centre de désintoxication. Et cette fois-là, il a été attentif aux paroles de l'instructeur. Pendant qu'il écoutait, pendant que l'instructeur parlait, il a regardé autour de lui et il a vu que ses collègues toxicomanes, chacun dormait, d'autres jouaient. Et il s'est souvenu que, donc c'est comme ça que moi aussi, je me suis comporté jusqu'à maintenant. Je gagnerai à écouter l'instructeur. Et à l'heure où je vous parle, il est bien marié, il a des enfants et il est aussi un grand orateur de Maï dans le monde entier. Donc je souhaite que quand vous allez lire les documents du pasteur par le fondateur de IYF, vous allez connaître plus de Julio, de Julio. Donc comme nous avons fait, on a pris beaucoup de temps. Donc il y a l'exemple de Napoléon que nous avons vu, j'ai expliqué. Ici donc, c'est censé être notre part. Donc avant de vous passer la passe, je me souviens qu'il y a de cela quelques temps, ce problème de confiance en soi, c'est pas seulement pour les autres. On avait fait la cérémonie de remise des prix ici, là, à la fin de la première saison du Free Weekend Academy. Et j'étais aussi surpris. Ce soir-là, j'étais nommé le meilleur enseignant du Free Weekend Academy ce soir. Et naturellement, mon cœur aussi, j'étais content ou je ne suis pas content. J'étais très content. Et à mon retour, ce n'est que ça qui était dans ma tête. Alors quand j'arrive à la maison, il m'arrive de mettre les poussins. Donc j'ai les poussins, je mets les poussins, les poulets de chair. Et il y avait une ampoule que je trouvais mal placée. Et j'ai décidé donc ce soir-là
Vous savez, j'ai été exalté, je suis bon, je ne suis pas bon. Je suis bon. Dans n'importe quel domaine aussi, je suis bon, je ne suis pas bon. Je suis bon. Donc je suis allé le même soir, j'aurais pu attendre le matin. Mais le même soir, je suis allé et j'ai décidé de changer la douille de cette ampoule. Donc, je n'ai pas éteint le compteur. Je me suis dit, bon, je peux faire vite ça. J'ai pris le tournevis et j'ai commencé à dévisser. Quand je commence à dévisser, je sens que j'ai fait une mauvaise manœuvre. Le fil de phare, ceux qui connaissent l'électricité vont comprendre. Le fil de phare, ça s'est touché et une première étincelle, paf, j'ai sursauté. Jusque-là, je n'ai pas compris la leçon. J'ai dit, bon, ça va, c'est parce que j'ai été un peu, il faut que j'écarte bien les deux fils et voilà. C'est comme ça que je pense que je suis en train de... Quelques temps plus tard, un deuxième encore. Finalement, puisque les étincelles sortaient beaucoup, ça commençait à me... J'ai tout lâché. Et j'entends derrière mes enfants dire, il y a le feu, il y a le feu. Quand je remonte, je vois que le compteur est en train de brûler. Mon compteur prépayé, ça ne fait même pas 6 mois qu'on avait placé ça. Donc, j'ai fait les mains et les pieds pour qu'on me place ce compteur. Et ce soir-là, ça a complètement brûlé. On a dormi dans le noir. Et jusqu'au matin, le matin on se lève, il pleuvait. Il y avait les étincelles sur le compteur. Vraiment, jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à me pardonner ça. Jusqu'aujourd'hui, je suis allé voir la sonnelle, j'ai écrit, je suis allé voir la sonnelle. On n'a toujours pas remplacé mon compteur. Et maintenant encore, de temps en temps, on choque en direct, on choque en direct. Donc ça encore, c'est très grave. Donc voilà un peu comment la confiance en soi peut nous amener. Ce sont des petites choses. En tout cas, pour moi, c'est même pas petit. Parce que ça aurait brûlé toute ma maison. Ça aurait pu brûler toute ma maison, n'est-ce pas? Ou même m'incendier, ou même me causer un handicap. On a déjà vu plusieurs personnes qui ont été comme ça électrocutées par le courant. Donc vraiment, ce n'est pas l'amusement. La confiance en soi, c'est vraiment quelque chose à vraiment repousser. Je vais m'arrêter ici. Et vous aurez 5 minutes, une fois de plus, pour essayer d'expliquer à quel moment vous avez eu la confiance en vous-même, l'étape de la négligence, l'étape de l'échec, l'étape de la souffrance, l'étape des remords. Ok, on me signale que le temps est beaucoup passé. On va directement passer. On pourra le faire dans les échanges de groupe. Le temps est beaucoup passé. On va le faire dans les échanges de groupe, tels qu'ils vont indiquer les groupes. Merci beaucoup. Merci à l'Esprit Tamko Simon pour sa présentation. Nous sommes donc arrivés presque à la fin de notre programme de ce soir. Donc pour notre programme, je ne sais pas si vous pouvez réciter avec moi les 6 étapes du cœur. La première étape, c'est quelle étape, s'il vous plaît? La confiance en soi. Et la deuxième étape? La négligence et l'arrogance. 3e, l'échec. 4e, la souffrance, le remords. 5e, le remords. Et 6e, très bien, merci beaucoup. Donc cela prouve vraiment que vous avez participé au cours et vous avez retenu le cours. Donc celui qui reconnaît exactement ces 6 étapes du cœur peut apprendre exactement la fonction de la maîtrise de soi dans son cœur. Donc, avant de nous regrouper, avant la réunion des groupes, j'ai ici le manuel du My Education. Donc, pour ce manuel comporte toutes les leçons, tous les chapitres du My Education. Donc, les experts ou bien les formateurs qui se présentent ici devant vous pour vous donner cours se servent également de ce manuel. Dans ce manuel, vous le laissez au prix de 20 000 francs. Et pour les répartitions de groupes, dans ce devoir qui est affiché à l'écran, durant la réunion de groupe, vous aurez aussi la charge de vous exercer
et de vous rappeler à bien travailler sur ce devoir, puisque à la fin, vous serez utilisés comme des formateurs pour également donner cours à ceux qui voudraient également apprendre le My Education. Donc, grâce à ça, vous allez vous servir non seulement de ce manuel et de tous les chapitres qui vous ont aussi été dispensés. Donc, pour le premier groupe, comme d'habitude, les 2 premières tables, vous allez vous regrouper, vous serez conduit par l'expert et Stéphane. Et le groupe de derrière, vous serez conduit par l'experte Solange. Et les deux groupes, s'il vous plaît, vous serez conduits par l'experte Alima Madeleine. Et les 2 derniers groupes, vous serez conduits par l'expert Tamko Simon. Donc, vous avez 15 minutes d'entretien. Après les 15 minutes, ça sera le temps pour nous de nous séparer. Et je vous souhaite également bonne suite et bonne soirée à tous.